Dégage, vieux radin !» criait mon gendre en me projetant brutalement dans l'escalier. Ma propre fille éclatait de rire. « Laisse-lui le temps de réfléchir !» J'ai dégringolé les marches, la douleur me déchirait, mon cœur fragile cognait à tout rompre. Juste avant de m'évanouir, j'ai composé un numéro d'urgence. Lorsque la police est arrivée, ils se sont figés d'horreur et ont hurlé. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le bruit m'a réveillé en pleine nuit. Des voix étouffées venaient du salon, juste à côté de ma chambre. J'ai reconnu celle de Quentin, mon gendre, cette tonalité particulière qu'il prend quand il croit que personne ne l'écoute. Arrogante, calculatrice. Écoute-moi bien, le vieux ne tiendra pas longtemps. Son cardiologue m'a dit qu'après un infarct comme le sien, c'est du sursis. 6 mois, 1 an maximum. J'ai senti mon cœur se serrer, mais pas de douleur physique cette fois. Une autre sorte de malaise, plus profonde. « Tu es sûr ?» La voix d'Elsa, ma fille unique, ma petite fille que j'avais élevée, seule après la mort de sa mère. « Le docteur Rousseau a vraiment dit ça ?»« Bien sûr que non, idiote, mais regarde-le, il a 68 ans, il sort à peine de l'hôpital. Un deuxième infarctus, et c'est terminé. » Silence. J'ai retenu ma respiration, allongé dans mon lit, dans l'obscurité de ma propre chambre, dans mon propre appartement du quai Saint-Antoine. 165 mètres carrés avec vue sur la Saône, 3e étage d'un immeuble haussmannien. La fierté de ma vie professionnelle, le fruit de 40 ans de carrière comme notaire à Lyon. L'appartement vaut combien déjà ? La question de Quentin était posée avec la désinvolture de quelqu'un qui commande un café. D'après les estimations que j'ai trouvées dans ces papiers, environ 870 000 euros. Mes papiers. Elle fouillait dans mes documents. Parfait. On le vend 2 mois après l'enterrement, on se partage et on se casse. Fini Lyon, fini cette vie de merde. Tu pourras enfin arrêter de bosser dans cette clinique minable. Et sa cave à vin. Il paraît qu'elle vaut une fortune. Encore mieux, on liquide tout. Les bouteilles, les meubles, tout. J'ai fermé les yeux. Dans le noir, j'ai souri. Un sourire amer, sans joie, mais un sourire quand même. 40 années dans le notariat m'ont appris une chose essentielle. Les gens révèlent leur vraie nature quand ils croient que personne ne regarde. Et là, j'avais une révélation absolument cristalline. Le lendemain matin, je me suis levé à mon heure habituelle. 7 heures, chemise blanche repassée, pantalon en laine, même à la maison. Les habitudes d'une vie ne disparaissent pas. Elsa et Quentin étaient déjà dans la cuisine, l'image parfaite du couple, attentionné. « Bonjour papa, tu as bien dormi ?» Elsa m'a embrassé sur la joue. Son parfum était trop fort, comme toujours. Un Chanel que je lui avais offert pour ses 30 ans, avant qu'elle n'épouse ce parasite. « Très bien, merci ma chérie. » Quentin lisait Le Progrès, faisant semblant de s'intéresser à l'actualité lyonnaise. Il portait un polo de golf Ralph Lauren. Acheté avec quel argent, je me demandais. Son salaire de vendeur automobile suffisait à peine à payer son crédit sur cette ridicule Audi Q7 qui trônait dans le parking de la copropriété. « Didier, on pensait t'emmener déjeuner aujourd'hui. Chez Paul Bocuse, ça te ferait plaisir ?» Quentin m'a gratifié de son sourire commercial, celui qu'il devait utiliser pour vendre des voitures à des retraités naïfs. « C'est gentil, mais j'ai rendez-vous. »« Un rendez-vous ?» Elsa a froncé les sourcils. « Tu ne nous en as pas parlé? C'est médical ?»« Non, professionnel. » Le silence qui a suivi était délicieux. Quentin a reposé son journal. Elsa s'est figée, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. « Professionnel ? Mais tu es retraité depuis 5 ans. » J'ai bu mon café, un arabica d'Éthiopie que je faisais venir d'un torréfacteur de la rue Mercière. Il n'y touchait jamais, préférant le café soluble bon marché qu'Elsa achetait au supermarché. J'ai décidé de revoir mon testament. Maître Dupont m'attend à 10 heures. Si j'avais annoncé que je comptais me convertir au bouddhisme et partir vivre au Tibet, l'effet n'aurait pas été plus spectaculaire. Quentin a blêmi. Elsa a manqué renverser sa tasse. « Ton testament, mais pourquoi? Il est parfaitement en ordre. » Justement. Après ma petite alerte cardiaque, je me suis dit qu'il fallait tout mettre à jour, moderniser certaines dispositions.
m'assurer que mes volontés soient respectées précisément. J'ai savouré chaque syllabe de cette dernière phrase. Quentin et Elsa ont échangé un regard paniqué. Un regard de conspirateur démasqué. « Papa, tu ne vas pas faire de bêtises, hein ?» La voix d'Elsa tremblait légèrement. « Je suis ta seule fille. » Justement. Je me suis levé, j'ai rincé ma tasse dans l'évier. Mes mains ne tremblaient pas. Étrange. Après 40 ans à arbitrer les guerres d'héritage, à voir des familles s'entre-déchirer pour quelques meubles ou un compte en banque, je découvrais que ma propre chair et sang m'avait placé dans la colonne des actifs à liquider. On devrait en parler, Didier. Quentin avait utilisé mon prénom. Pas beau-père, pas monsieur le roi. Didier. Les décisions importantes se prennent en famille. Quelle belle pensée. J'ai souri. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de la famille, c'est une promesse. Je les ai laissés dans la cuisine pétrifiés. En refermant la porte de ma chambre, j'ai entendu Quentin murmurer quelque chose. Le ton était urgent, presque désespéré. Dans ma poche, mon petit dictaphone numérique continuait d'enregistrer. Une habitude récente. Depuis quelques semaines, je l'emportais partout. Une intuition professionnelle. 40 ans de notariat vous apprennent que la parole s'envole, mais qu'un bon enregistrement reste. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Enfin, tout n'est pas le bon mot. La descente aux enfers, la comédie, le théâtre d'ombre, mars. Un après-midi froid où la bise soufflait sur les quais de Saône. J'étais sorti de l'hôpital après 8 jours d'observation post-infarctus. Les médecins m'avaient en prévenu, repos, régime, pas de stress. Le docteur Rousseau, mon cardiologue depuis 15 ans, m'avait tapé sur l'épaule. « Didier, à 68 ans, le cœur demande du respect. Plus de dossiers jusqu'à minuit, plus de plaidoiries passionnées. Vous êtes à la retraite, profitez-en. » Facile à dire. 40 années d'activité intense ne s'oublient pas en un claquement de doigts. Mais j'avais promis d'essayer. Elsa était venue me chercher, seule, sans Quentin pour une fois. « Papa, j'ai réfléchi. » Elle conduisait prudemment, jetant des coups d'œil inquiets dans ma direction. « Tu ne peux pas rester seul dans ce grand appartement. Et si tu as un malaise? Et si tu tombes? Personne ne sera là. J'ai un téléphone. Le médecin m'a dit que... » « S'il te plaît. » Elle avait posé sa main sur la mienne. Ses yeux brillaient. « Des larmes? Laisse-nous venir t'aider. Juste temporairement. Le temps que tu te rétablisses complètement. » Comment refuser? C'était ma fille, mon sang. L'enfant que j'avais élevé après la mort de Marguerite, les nuits blanches, les devoirs, les chagrins d'adolescence. J'avais tout fait seul. Et maintenant, elle voulait prendre soin de moi. D'accord, mais c'est temporaire. Son sourire avait été radieux, trop radieux, avec le recul. Il s'était installé la semaine suivante, 2 valises chacun. Le strict nécessaire, avait assuré Quentin. Le reste viendrait progressivement. Les premiers jours avaient été supportable. Elsa préparait des repas équilibrés. Quentin faisait des efforts de conversation, me parlait de son travail au showroom Audi de Vèze, j'opinais poliment, observant. Un notaire observe. C'est notre métier. Nous écoutons les non-dits, déchiffrons les silences, anticipons les conflits. Et j'observais beaucoup la façon dont Quentin évaluait les meubles du regard. Comment Elsa photographiait discrètement certaines pièces avec son téléphone. Les conversations qui s'arrêtaient nettes quand j'entrais dans une pièce. Les documents déplacés sur mon bureau. Un soir, vers la fin avril, je les ai trouvés dans mon bureau. La porte était entr'ouverte. Elsa feuilletait mes dossiers tandis que Quentin examinait les cadres au mur. De vieilles estampes lyonnaises que je collectionnais depuis 30 ans. « Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ?» Elle avait sursauté, refermé le tiroir un peu trop vite. « Oh, je cherchais du papier pour faire une liste de courses. »« Du papier ?» Dans le tiroir où je rangeais mes documents notariés personnels, évidemment. « Il y en a dans la cuisine. Premier tiroir à droite. Merci, papa. » Quentin était sorti sans un mot, les mains dans les poches, trop décontracté, trop nonchalant. Cette nuit-là, j'ai installé le dictaphone, un petit appareil discret, dernier cri, que j'avais acheté des années plus tôt pour enregistrer des notes professionnelles. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste, celle que je portais même à la maison. Toujours enregistré, avais-je appris. Les témoignages oraux disparaissent. L'épreuve reste. Les semaines ont passé.
J'ai continué ma convalescence, apparemment docile. J'ai continué d'observer les coups de fil furtifs de Quentin qu'il prenait sur le balcon, les conversations entre Elsa et ses amis, où elle se plaignait de son petit salaire alors qu'elle gagnait correctement sa vie à la clinique privée de Francheville, l'Audicus 7 garé en bas, symbole d'un train de vie démesuré. Et puis, il y a eu cette conversation avec Odette, sa meilleure amie. Je n'étais pas censé entendre, mais les vieux appartements haussmanniens ont des murs qui parlent. Tu as de la chance, Odette. Ta grand-mère t'a laissé cette villa à Annecy. Moi, je dois attendre. Un soupir. Enfin, ça ne devrait plus être très long. J'avais compris. Vraiment compris. Pas avec la tête. Ça, je l'avais compris depuis des semaines. Mais avec le cœur. Cette partie de moi qui refusait encore de croire que ma fille, ma propre chair, puisse souhaiter ma mort. Quelques jours plus tard, j'ai contacté Édouard Dupont, mon ancien stagiaire, devenu un excellent notaire. Brillant, méticuleux, loyal. Si quelqu'un pouvait m'aider à naviguer dans ce marasme, c'était lui. Maître Leroy, quelle surprise! Comment allez-vous? Bien, Édouard. Très bien, j'aurai besoin de vos conseils. Professionnels, confidentiels. Bien sûr, quand voulez-vous passer? Le plus tôt possible. Et Édouard, préparez la documentation sur les SCI. J'ai un projet. Au téléphone, j'ai senti son hésitation, puis sa compréhension. Édouard était intelligent. Il savait que les vieux notaires ne demandent pas des informations sur les sociétés civiles immobilières par simple curiosité intellectuelle. Entendu, maître, je prépare tout. Ce matin-là, en annonçant mon rendez-vous avec Édouard, j'avais franchi le Rubicon. Plus de doute, plus d'hésitation. Ma fille et son parasite de mari voulaient ma succession. Ils allèrent l'avoir, à ma façon, selon mes termes, avec toute la sophistication et la précision que 40 ans de droit français peuvent offrir. Dans ma poche, le dictaphone enregistrait toujours. J'ai repensé à cette phrase que j'avais tant de fois répétée à mes clients. En France, la loi protège les héritiers, mais elle protège aussi ceux qui savaient l'utiliser. Je comptais bien leur donner une leçon magistrale. Le réveil à l'hôpital fut brutal. Pas à cause de la douleur, morphine oblige, mais à cause de la main qui serrait la mienne, une main forte, familière. Luc Bernard. Doucement, Didier, ne bouge pas trop. Sa voix était celle qu'il avait utilisée pendant 35 ans de carrière policière. Calme, rassurante, mais avec cette inflexion particulière qui signifiait que les choses étaient sérieuses. Luc, ma propre voix était un croassement pathétique. Ma gorge brûlait. J'ai reçu ton appel. Enfin, ton cri. Ses yeux gris acier me fixaient. Les ambulanciers t'ont trouvé inconscient sur le palier. Côte cassée, commotion cérébrale. Le docteur Rousseau dit que tu as eu de la chance. La chance? Quelle ironie. Elsa et Quentin? Le visage de Luc se durcit. Après 2 ans de retraite, il avait toujours cette expression de flic qui a vu trop de choses moches dans sa vie. En garde à vue, violence aggravée sur personne vulnérable. Quand j'ai compris ce qui se passait, il secoua la tête. Mais on en reparlera. D'abord, tu te reposes. Les heures suivantes furent un brouillard de visites médicales, de questions polies du personnel hospitalier. Le docteur Rousseau passa, son visage rond affichant cette expression de préoccupation professionnelle qui ne me rassurait pas du tout. « Monsieur Leroy, vous avez 68 ans. Vous avez survécu à un infarctus il y a 8 mois. Votre cœur... » Je sais, mon cœur n'apprécie pas les surprises. C'est un euphémisme. Il consulta son dossier, ses lunettes demi-lune qu'il portait pour se donner un air plus sérieux. Encore un choc comme celui-ci et je ne garantis rien. Vous devez éviter tout stress. Éviter le stress, alors que ma fille unique venait de me pousser dans les escaliers. Fascinante recommandation. Luc revint le lendemain matin. Cette fois, il avait cette expression que je lui connaissais bien, celle du chasseur qui a trouvé sa proie. On a trouvé quelque chose. Il posa sur la table roulante un sachet plastique scellé. À l'intérieur, mon dictaphone numérique, le petit appareil discret que j'avais acheté 5 ans plus tôt pour mes notes professionnelles. Tu enregistrais? Intuition professionnelle. J'ai toussé, la douleur irradiant depuis ma cage thoracique. 40 ans comme notaire, ça développe certains réflexes. On l'a écouté. Luc marqua une pause. Tout y est.
les cris de Quentin, le bruit de l'impact. Et le rire de ta fille. Sa mâchoire se crispa. Donne-lui du temps pour réfléchir. Elle riait, Didier, pendant que tu étais allongé en sang sur les marches. Quelque chose en moi se brisa à ce moment-là. Pas mon cœur. Il était déjà cassé. Mais une dernière illusion, un dernier espoir stupide qu'Elsa avait peut-être agi sous la contrainte de Quentin. Qu'elle n'était qu'une victime de la manipulation de son mari. Le rire, ce rire que j'avais entendu avant de sombrer dans l'inconscience. Ce n'était pas de la panique, c'était de l'amusement. Ma propre chair et sang trouvaient drôle de me voir souffrir. Leur avocat essaie de plaider l'accident, continua Luc, mais avec l'enregistrement, violence sur personne vulnérable. Les mots sortaient tout seuls. Année de pratique juridique. Article 222-13 du Code pénal. Circonstances aggravantes pour les victimes de plus de 65 ans. Jusqu'à 10 ans de prison. Luc hocha la tête. Ils seront jugés. Bien. Mais ce n'était pas suffisant. Une condamnation pénale, c'était de la justice, pas de la vengeance. Et moi, Didier Émile Leroy, notaire pendant 4 décennies, je voulais les deux. Les jours suivants, coincé dans ce lit d'hôpital avec vue sur le parking, j'ai observé. Pas physiquement, j'étais immobilisé, mais mentalement. J'ai rejoué chaque scène, chaque conversation, chaque détail des 6 derniers mois. L'Audi Q7 de Quentin. Un véhicule à 80 000 € pour un vendeur de voitures qui gagnait à peine 3 000 € par mois. Les calculs étaient simples. Crédit sur 7 ans, mensualité probablement autour de 1 000 €, plus l'assurance, l'essence, l'entretien. Insoutenable. Les vêtements d'Elsa. Je l'avais vu rentrer avec des sacs Hermès, Chanel, Louis Vuitton. Sur son salaire de 3 200 € mensuels à la clinique ? Impossible. À moins qu'il n'ait déjà commencé à dépenser mon argent, à contracter des dettes en comptant sur mon décès imminent pour les rembourser. L'ironie était presque savoureuse. Ils avaient tellement hâte de me voir mort qu'ils vivaient déjà comme si je l'étais. Champagne sans victoire, célébration prématurée. Mais je n'étais pas mort. J'étais très très vivant et très très contrarié. Le 3e jour, Luc m'apporta d'autres nouvelles. Elsa et Quentin avaient été libérés sous contrôle judiciaire. Leurs parents, les parents de Quentin pour être précis, car ceux d'Elsa étaient décédés, avaient payé une caution de 15 000 €. Interdiction de me contacter, interdiction de quitter le département. Ils ont engagé Maître Fontaine, un bon avocat. Je sais qui c'est, Fontaine, un requin, spécialiste de la défense des cas difficiles. Cher, efficace, sans scrupules. Combien il leur coûte ? On parle de 5 000 € d'honoraires pour commencer. 5 000, qu'ils n'avaient pas, ce qui signifiait encore plus de dettes, encore plus de pression, encore plus de raisons de me souhaiter mort. Délicieux. Le 4e jour, j'ai eu une autre visite. Édouard Dupont, mon ancien stagiaire, maintenant associé principal de l'étude Dupont et Associés, rue de la République. Costume 3 pièces, gris anthracite, cravate bordeaux, serviette en cuir vieilli, l'incarnation du notaire lyonnais Prosper. Maître Leroy. Il ne m'avait jamais appelé par mon prénom. 25 ans, après la fin de son stage, j'étais toujours maître. Comment allez-vous ? Comme quelqu'un qui vient de tomber dans les escaliers. J'ai appris, toute la profession est choquée. Il posa sa serviette, en sortit un dossier. J'ai pris la liberté de rassembler vos documents, votre testament actuel, les titres de propriété, les relevés bancaires, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Édouard. Toujours efficace, toujours 2 coups d'avance. Merci. J'ai aussi... Il hésita, ce qui ne lui ressemblait pas. J'ai fait quelques recherches préliminaires. Sur vos options. Légales, bien entendu. Bien entendu. Nous nous sommes regardés. Dans ses yeux, j'ai vu de la compassion, de la colère même, mais aussi quelque chose d'autre. De la curiosité professionnelle. Un notaire confronté à un cas juridique fascinant. La réserve héréditaire, commença-t-il. La moitié de mes biens, Elsa y a droit, qu'elle le mérite ou non. Exact, mais la quotité disponible, l'autre moitié, celle dont je peux faire ce que je veux, précisément. Il ouvrit son dossier.
Il y a aussi d'autres instruments, des structures qui permettent de gérer son patrimoine de façon stratégique, comme une SCI par exemple, Société civile immobilière. Si vous transférez votre appartement dans une SCI, vous en devenez le gérant, vous contrôlez tout, et les parts de cette SCI peuvent être distribuées selon vos volontés. Je me suis redressé dans le lit, ignorant la douleur dans mes côtes. Continue. Une semaine à l'hôpital. 7 jours qui m'ont semblé durer un mois. 7 jours pendant lesquels j'ai eu tout le temps de réfléchir, planifier, calculer. Le docteur Rousseau passait 2 fois par jour, scrutant mes constantes avec cette expression de concentration professionnelle qui signifiait qu'il n'était pas entièrement rassuré. Ma tension restait élevée. Mon rythme cardiaque, irrégulier. Les ecchymoses sur mon torse viraient lentement du violet au jaune verdâtre. « Vous guérissez bien, me dit-il le 5e jour. Physiquement, mais je m'inquiète pour votre moral. Mon moral se porte à merveille, docteur. » Ce qui était vrai. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un objectif, une mission, un plan qui prenait forme heure après heure, visite après visite. Luc venait chaque matin, m'apportant des nouvelles du monde extérieur. L'enquête progressait. Le procureur avait reçu l'enregistrement du dictaphone. L'expertise médicale confirmait la violence des coups. Les traces sur ma chemise, celles que Marguerite m'avait offertes pour nos 30 ans de mariage, correspondaient aux mains de Quentin. « Ils vont être jugés aux assises », m'annonça Luc. « Le procureur ne rigole pas avec les violences sur personnes vulnérables. »« Tant mieux. Tu ne sembles pas. » Il m'observa attentivement. « Tu devrais être en colère, effondré. Quelque chose. »« Oh, je suis en colère. Mais la colère froide est bien plus productive que la chaude. Tu ne crois pas ?» Il eut un sourire en coin, celui du flic qui reconnaît un collègue en mission. « Qu'est-ce que tu prépares ?»« Justice, simplement justice. » Édouard revenait chaque après-midi, sa serviette de plus en plus épaisse. Documents, études de cas, jurisprudence. Nous transformions ma chambre d'hôpital en bureau juridique improvisé. La SCI présente plusieurs avantages, m'expliqua-t-il lors de sa 3e visite. Premièrement, vous conservez le contrôle total en tant que gérant. Vous décidez qui habite où, qui reçoit quoi, comment les revenus sont distribués. Et les parts sociales peuvent être attribuées selon vos souhaits. Vous pouvez donner à Elsa sa réserve héréditaire sous forme de parts, mais il marqua une pause significative. Les parts d'une SCI ne valent rien tant qu'elles ne peuvent pas être vendues ou exploitées. C'est-à-dire, si les statuts de la SCI stipulent que toute vente de parts nécessite l'accord unanime des associés et que vous restez gérant jusqu'à votre décès. Elsa aura ses 50%, sur le papier, mais elle ne pourra rien en faire. La beauté du plan commençait à se dessiner. Légal, parfaitement légal, respectant scrupuleusement la réserve héréditaire tout en la rendant complètement inutile. Combien de temps pour créer une SCI? Normalement 2 à 3 mois, mais pour vous, maître, Édouard sourit. Je peux accélérer les choses. 3 semaines, 1 mois maximum. Fais-le. Entre les visites, je passais des coups de téléphone. Mon banquier d'abord. Pierre Dubois, directeur de l'agence Crédit Lyonnais de Bellecour depuis 15 ans. Nous nous connaissions bien. Didier, j'ai appris ce qui s'est passé, c'est terrible. C'est surtout révélateur, Pierre. Dis-moi, les relevés que tu as envoyés à Édouard, tu peux m'en faire un résumé. Bien sûr, tes comptes sont sains, très sains même. L'appartement est entièrement payé, pas de dette. Tes placements rapportent correctement, la cave à vin. Il siffla doucement. Ta collection a pris de la valeur, on parle de 180 000 € maintenant. Et mon bien commercial rue Mercière? Loué à un restaurateur. 2 400 € par mois, bail de 9 ans renouvelable. Excellent investissement. Je faisais les calculs mentalement. Appartement 870 000. Cave à vin 182 000. Commercial environ 200 000 de valeur vénale. Total 1 250 000 €. De quoi déclencher bien des convoitises. Pierre, j'aurais besoin d'une évaluation officielle. Pour tous mes biens.
Aucun problème. Je t'envoie un expert d'ici la fin de semaine. Ensuite, j'ai appelé d'anciens collègues. Maître Leblanc, spécialiste en droit des successions. Maître Garnier, expert en SCI familial. Chacun m'a apporté sa pierre à l'édifice. Chacun m'a aidé à affûter mon plan. Le 6e jour, Édouard arriva avec un dossier complet. J'ai fait établir les statuts de la SCI, m'annonça-t-il. SCI, Patrimoine le Roi. Capital de 1000 parts à 100 € chacun. Vous êtes gérant pour une durée de 20 ans. Les décisions importantes nécessitent l'unanimité des associés. Et la distribution des parts? À votre discrétion. Vous pouvez faire une donation-partage dès maintenant. Elsa recevrait 500 parts, sa réserve héréditaire. Les 500 autres, vous en disposez librement dans votre testament. Suggestion? Édouard hésita puis dit doucement. Il existe un fonds lyonnais, Cœur de Lion, qui aide les victimes de violences domestiques. Une donation de 250 parts leur permettrait d'élargir leurs actions. L'ironie était presque trop belle. Les violences de ma fille financeraient l'aide à d'autres victimes. Parfait. Et les 250 autres? À qui vous souhaitez? Un ami peut-être. Quelqu'un qui vous a sauvé la vie. Luc, évidemment. Je signe où? Pas si vite. Édouard leva la main. Les documents doivent être préparés méticuleusement. Chaque virgule compte. Si Elsa conteste, et elle contestera, tout doit être irréprochable. Combien de temps? 2 semaines pour finaliser les statuts, 1 semaine pour l'enregistrement. Ensuite, on procède à la donation-partage. Fait au plus vite. Le 7e jour, le docteur Rousseau m'autorisa enfin à sortir. Repos complet, ordonna-t-il. Pas d'effort physique, évitez le stress. Promis, mensonge éhonté bien sûr, mais un mensonge nécessaire. Luc vint me chercher. Il avait garé sa vieille Peugeot devant l'entrée principale. En sortant de l'hôpital, j'ai pris une grande inspiration. L'air de Lyon sentait la Saône, le diesel et la liberté. « Où veux-tu aller » demanda Luc. « Chez toi » ? Non. L'idée de retourner dans cet appartement, là où tout s'était passé, me donnait la nausée. « Pas encore. Emmène-moi rue de la République. » L'étude d'Édouard ? Exactement. Pendant le trajet, Luc me mit au courant des derniers développements. Elsa et Quentin avaient dû quitter mon appartement sur ordre du juge. Ils avaient trouvé refuge chez les parents de Quentin, à Villeurbanne. Leur avocat multipliait les procédures dilatoires, essayant de retarder le procès. Il prétend que tu les as provoqués, que tu as menacé de les déshériter injustement. Fascinant. Donc, selon Maître Fontaine, menacer de déshériter quelqu'un justifie de le pousser dans les escaliers? C'est leur ligne de défense? Pathétique. L'étude Dupont et Associés occupait un bel immeuble du XIXe siècle, 3 étages de pierre blonde, avec balcon en fer forgé. La plaque de laiton brillait au soleil. Dupont et Associés, notaire. Édouard nous attendait dans son bureau, une pièce aux boiseries anciennes et aux bibliothèques chargées de codes juridiques. Sur sa table, un dossier épais. Didier, Luc, asseyez-vous. Les documents sont prêts? Presque. Il reste quelques détails à régler, mais... Il me regarda gravement. Avant de continuer, je dois te poser une question. Es-tu absolument certain de vouloir procéder ainsi? Absolument. Elsa est ta fille. Elsa est une femme de 36 ans qui a ri en me voyant saigner sur les marches de mon propre immeuble. Ma voix était calme, posée, mortellement calme. Elle a fait son choix. Je fais le mien. Édouard hocha lentement la tête. Très bien. Dans ce cas, Maître Leroy, nous allons leur montrer ce qu'est vraiment la justice française. Il ouvrit le dossier. Voici les statuts de la SCI Patrimoine le Roi. Si tu les signes aujourd'hui, nous pouvons démarrer les procédures dès demain. J'ai pris le stylo, un Mont-Blanc que Marguerite m'avait offert pour mes 40 ans. L'encre était noire, l'écriture ferme. En signant, j'ai pensé à Elsa, à la petite fille qu'elle avait été, au rire, au câlin, au moment de complicité. Tout cela était mort sur ces marches, avec mon corps meurtri et son rire cruel. « Édouard,
dis-je en posant le stylo. Nous devons créer cette SCI, immédiatement. Il sourit. Un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Considère que c'est déjà fait. 3 semaines plus tard, je suis assis dans le cabinet de Maître Dupont, rue de la République. Le mobilier en chêne, l'odeur du vieux papier et de la cire, le silence feutré. Tout me rappelle mes 40 années passées dans cet univers. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là comme professionnel, je suis là comme client, comme victime cherchant justice. Voilà, maître, tout est en ordre. Édouard pose devant moi une liasse de documents. Ses lunettes glissent légèrement sur son nez. Il a vieilli depuis l'époque où il était mon stagiaire, mais son regard garde cette précision méthodique que j'appréciais déjà. Je parcours les pages, actes notariés, statut de SCI, donation-partage. Chaque mot, chaque virgule est à sa place. Parfait. Mais pour comprendre pourquoi je suis là, pourquoi ces documents représentent bien plus qu'un simple réarrangement patrimonial, il faut que je vous raconte ce jour où tout a basculé. C'était un mardi matin, ou peut-être un mercredi. Le temps n'avait plus vraiment d'importance depuis que j'avais annoncé ma décision de modifier mon testament. L'atmosphère dans l'appartement était devenue glaciale. Quentin évitait mon regard. Elsa alternait entre des sourires forcés et des silences lourds de reproches non formulés. Ce matin-là, j'avais rendez-vous avec Édouard, 10 heures. J'étais dans ma chambre, ajustant ma cravate devant le miroir. Cette cravate que Marguerite m'avait offerte pour nos 25 ans de mariage. Soie bleue, avec de discrets motifs dorés. Je portais ma chemise préférée, blanche col italien, celle qu'elle avait choisie pour moi lors de notre dernier voyage à Paris ensemble. J'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. Quentin. Son visage était rouge, ses poings serrés. « On doit parler, Didier. » Pas beau-père, pas monsieur le roi. Didier. Le ton n'était pas une invitation, c'était une sommation. « Je pars dans 20 minutes. »« Tu ne vas nulle part. » Il s'est avancé. Pas avant qu'on ait réglé cette histoire de testament. Elsa est apparue derrière lui. Son visage portait cette expression que je connaissais trop bien. Un mélange de supplication et d'exaspération. Celle qu'elle avait adolescente quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. « Papa, s'il te plaît, sois raisonnable. » Je suis parfaitement raisonnable. C'est mon patrimoine. J'en dispose comme je l'entends. Comme tu l'entends ? Quentin a ricané. Un son désagréable, presque animal. Tu veux dire que tu comptes tout donner à des œuvres de charité, à des étrangers, alors que ta propre fille, ma fille aura ce qui lui revient de droit. La réserve héréditaire, 50%. 50%, il criait maintenant. Tu te fous de nous? Cet appartement vaut presque 1 million. Ta cave à vin à elle seule. Ma cave à vin ne te regarde pas. Je suis sorti de ma chambre. Il me bloquait ce passage. Le couloir, étroit dans ces vieux immeubles lyonnais, semblait encore plus exigu avec leur présence hostile. « Pousse-toi, Quentin. Va te faire foutre, vieux con !» Les mots ont claqué comme des gifles. Elsa n'a pas protesté. Elle n'a rien dit. Son silence était pire que les insultes de son mari. « Je vais être en retard. »« Tu n'iras nulle part. » Quentin m'a attrapé par le col de ma chemise. J'ai senti le tissu se tendre, menacé de se déchirer. Cette chemise que Marguerite, tu vas annuler ce rendez-vous. Maintenant. Lâche-moi. Ou quoi? Tu vas appeler la police? Il a ri. Tu es pathétique. Tu te cramponnes à ton argent comme... Dégage, vieux radin. Il m'a poussé. Fort. Plus fort que je n'aurais cru possible. J'ai reculé, cherché l'équilibre, mais mes pieds ont glissé. Le palier, les escaliers. La première marche a heurté mon dos. La douleur était fulgurante. Puis la deuxième, la troisième. Je roulais, mon corps heurtant la pierre froide, encore et encore. Les bruits, mes propres gémissements, les craquements, le souffle coupé, et au-dessus, la voix d'Elsa. Elle riait, ma fille riait. Laisse-le réfléchir, donne-lui du temps pour y penser. La douleur dans ma poitrine était insupportable, pas seulement physique. Mon cœur, ce cœur fragile que le docteur Rousseau m'avait dit de ménager, cognait comme un fou. Chaque battement était une agonie.
Je me suis immobilisé sur le palier du 2e étage, allongé sur le dos, respirant avec difficulté, le goût du sang dans ma bouche. Le monde tournait. Mais une partie de mon cerveau fonctionnait encore, cette partie qui avait survécu à 40 ans de litiges familiaux, de successions contestées, d'héritiers cupides. J'ai glissé ma main dans ma poche. Le téléphone, le dictaphone continuait d'enregistrer dans l'autre poche. Tout, il avait tout enregistré. Mes doigts tremblaient. J'ai trouvé le contact. Luc Bernard, mon ami, mon sauveur potentiel. 47 quai Saint-Antoine. Ma voix n'était qu'un souffle. Est-ce qu'il m'avait entendu? Je ne savais pas. L'obscurité me gagnait. Les sirènes, au loin, ou peut-être dans ma tête. Le dernier son que j'ai perçu avant de perdre conscience, les pas de Quentin descendant les escaliers, vers moi. Pour finir le travail, je ne l'ai jamais su. Maintenant, dans le bureau d'Édouard, je pose mon stylo. Les documents sont signés. La SCI est créée. Les parts sont distribuées. Tout est légal. Tout est irrévocable. Didier? Édouard me regarde avec inquiétude. Vous allez bien? Oui, je souris. Je vais très bien, pour la première fois depuis longtemps. Dehors, la pluie commence à tomber sur Lyon. Je pense à Elsa, à Quentin. Ils ne savent pas encore. Ils ne peuvent pas savoir. Mais bientôt, très bientôt, ils comprendront ce que signifie défier un notaire qui connaît la loi française mieux que quiconque. La vengeance est un plat qui se mange froid, et je viens de le préparer avec un soin méthodique. L'ambulance file à travers Lyon. Les sirènes percent mes tympans. Une main tient la mienne, chaude, ferme, rassurante. Didier? Didier, vous m'entendez? Luc Bernard. Son visage flotte au-dessus du mien, flou, puis net, puis flou à nouveau. Ses cheveux gris, ses yeux bleus perçants, cette ride profonde entre ses sourcils qu'il a toujours quand il s'inquiète. Luc, ne parlez pas. L'hôpital est à 5 minutes. Tenez bon. Mais je dois comprendre. Quentin, Elsa, en garde à vue. Sa voix est dure, celle du commissaire qu'il était. Ils ne vous toucheront plus, jamais. Les images me reviennent, fragmentées, comme un film monté à l'envers. La police est arrivée 8 minutes après mon appel. 8 minutes pendant lesquelles je gisais sur ce palier, chaque respiration, une torture. J'entendais des voix au-dessus, Elsa et Quentin, paniqués maintenant, comprenant ce qu'ils avaient fait. « Il faut appeler une ambulance. T'es malade? Si on appelle, ils vont poser des questions. Mais il saigne. Écoute-moi bien. » La voix de Quentin basse, calculatrice. « On dit qu'il a glissé. Accident. Tu comprends? Accident. Quentin, je ne sais pas si... Tu veux aller en prison? C'est ça que tu veux? » Un silence. Puis, non. Alors on raconte qu'il a glissé. Il est vieux, il sort de l'hôpital, il a eu un malaise. Personne ne posera de questions. J'aurais ri si j'en avais eu la force. Il me sous-estimait, encore, toujours. Les sirènes, plus fortes, plus proches. Quentin a dévalé les escaliers. Je l'ai senti s'arrêter près de moi. Merde, il respire encore. Il a pris mon téléphone tombé près de moi. Merde, merde, merde! Il a appelé quelqu'un! Le bruit du téléphone explosant contre le mur. Fragments de verre et de plastique éparpillés. Puis les voix en bas. Autoritaires. « Police, y a quelqu'un ?» Quentin a remonté les marches 4 à 4. J'ai entendu la porte de l'appartement claquer. Les pas montant vers moi. Plusieurs personnes. Luc en tête, son visage quand il m'a vu. Je n'oublierai jamais cette expression. Horreur, rage, détermination. « Appelez le SAMU immédiatement. » Il s'est agenouillé près de moi. « Didier, c'est Luc, vous êtes en sécurité maintenant. » D'autres policiers sont montés, jeunes, efficaces. L'un d'eux a pris des photos, un autre examinait les marches. Une femme en uniforme est entrée dans l'appartement. « Monsieur Duval? Madame Martin-Leroy? Police nationale, ne bougez pas. » La voix de Quentin, soudain mielleuse, inquiète. « Officier, mon beau-père, il est tombé, il faut... » Restez où vous êtes, main visible. Luc est remonté. Dans ses mains gantées, mon veston. Celui que j'avais enlevé avant de monter et que Quentin avait jeté dans l'escalier en me poussant. Il a fouillé les poches avec précaution et a trouvé le dictaphone,
Ce petit appareil Sony que j'avais acheté 10 ans plus tôt. Noir, discret, digital, avec 40 heures d'autonomie et une qualité d'enregistrement exceptionnelle. Luc a appuyé sur lecture. Le silence s'est fait. Même Quentin et Elsa dans l'appartement se sont tus, comme s'ils sentaient que quelque chose d'irréversible allait se produire. La voix de Quentin a empli le palier, claire, indiscutable. « Va te faire foutre, vieux con !» Puis ma voix. « Je vais être en retard. »« Tu n'iras nulle part !» Le bruit du tissu qu'on arrache, ma respiration sifflante. « Dégage, vieux radin !» Le choc, mon cri étouffé, le bruit horrible de mon corps roulant dans les escaliers, chaque impact enregistré, chaque gémissement. Et au-dessus de tout, perçant, glaçant, obscène, le rire d'Elsa. Laisse-le réfléchir, donne-lui du temps pour y penser. Les policiers se sont regardés. J'ai vu leur expression changer. L'un d'eux, un jeune homme d'à peine 25 ans, est devenu livide. La policière revenue de l'appartement a serré les mâchoires. Luc a arrêté l'enregistrement. Son visage était de pierre. Il est monté à l'appartement. Je l'ai entendu entrer. Quentin Duval. Elsa Martin-Leroy. Vous êtes en état d'arrestation pour violence aggravée sur personne vulnérable. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz, c'est un accident. La voix d'Elsa, hystérique. Il a glissé, je le jure, il a glissé. Un accident. La voix de Luc était glaciale, terrifiante dans son calme. L'enregistrement dit autre chose. Quel enregistrement? Il n'y a pas... Quentin, puis c'est comprenant. Non, non, ce n'est pas... vous ne pouvez pas... Si, je peux. Violence aggravée sur personne vulnérable de plus de 65 ans. Article 222-13 du Code pénal, jusqu'à 10 ans de prison. Le bruit des menottes. Métallique, définitif. Elsa a hurlé. « Papa, papa, dis-leur que c'est un accident. » Je ne pouvais pas parler. Mais si j'avais pu, qu'aurais-je dit? Ils m'ont descendu sur une civière. Dans le hall d'entrée, les voisins s'étaient rassemblés. Madame Petit du 4e, Monsieur Arnaud du 1er. Leurs visages choqués, horrifiés. Puis Elsa et Quentin, menottés, encadrés par des policiers. Elsa pleurait maintenant. De vraies larmes, mais pas pour moi. Pour elle. Quentin gardait la tête baisse. Mais j'ai croisé son regard une fraction de seconde. J'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. À l'hôpital, on m'a annoncé les dégâts. Côte cassée. Commotion cérébrale, contusions multiples. Le docteur Rousseau est venu. Il a secoué la tête en lisant le rapport. « Didier, votre cœur a tenu, par miracle, mais un autre choc comme celui-là? Il n'y en aura pas. Vous en êtes sûr? Absolument. » J'ai souri malgré la douleur. J'ai pris mes précautions. Maintenant, allongé dans ce lit d'hôpital, regardant le plafond blanc, écoutant les bips réguliers du moniteur cardiaque, je pense à eux. À Elsa dans sa cellule, à Quentin réalisant que son arrogance l'a détruit. C'était le premier acte, la première partie de leur punition. L'humiliation publique, l'arrestation, les charges criminelles. Mais ce n'était que le début, la vraie vengeance, celle que j'ai préparée avec Édouard, celle qui implique des termes comme réserve héréditaire et quotité disponible et société civile immobilière. Celle-là est encore à venir. Je ferme les yeux. Demain, Édouard apportera les premiers documents. Dans une semaine, je serai sorti d'ici. Et alors seulement, ils comprendront. Ils voulaient mon argent. Ils voulaient mon appartement. Ils voulaient ma mort. Ils auront une leçon de droit français. Une leçon qu'ils n'oublieront jamais. La justice, pensais-je en glissant vers le sommeil. La justice est bien plus satisfaisante que la vengeance. Mais parfois, quand elle est bien faite, les deux ne font qu'un. 4 semaines après ma sortie de l'hôpital, je suis retourné au cabinet de Maître Dupont. Pas pour signer de nouveaux documents cette fois, pour exécuter. Tout est prêt, Didier. Édouard a ouvert un dossier épais. La SCI Patrimoine Leroy est officiellement enregistrée, 1000 parts sociales, capital social, 1 050 000 €. Sur le papier devant moi, tout était listé avec une précision chirurgicale. L'appartement du quai Saint-Antoine,
870 000 euros. Ma cave à vin, cette collection que j'avais mise 30 ans à constituer, 180 000 euros. Le local commercial rue de la Martinière que je louais depuis 15 ans. Valeur estimée à 200 000 euros, générant 2 400 euros de loyer mensuel. Un patrimoine, une vie. 40 années de travail acharné condensées en chiffres et en parts sociales. Vous êtes nommé gérant avec plein pouvoir pour une durée de 20 ans, a continué Édouard. Personne ne peut vous démettre de ses fonctions. Personne ne peut vendre sans votre accord. Vous contrôlez tout. Et la donation-partage? Il a sorti un autre document. 500 parts pour Elsa. Exactement 50%. Sa réserve héréditaire, comme l'exige la loi française. Mais sans droit de vote, sans dividende de votre vivant, sans possibilité de vente, sans l'accord unanime des autres associés. Elle possède le papier, Didier. Rien de plus. J'ai souri. Mon premier vrai sourire depuis l'incident des escaliers. Les 500 autres parts. Elles restent à votre nom pour l'instant. Mais votre testament les répartit. 250 parts au fond, Cœur de Lion, 250 à Luc Bernard. Cœur de Lion, une association d'aide aux victimes de violences domestiques. L'ironie était exquise. Leur violence financerait l'aide à d'autres victimes. Une forme de justice poétique. Quand Elsa sera-t-elle informée? L'huissier Sylvie Laurent lui remettra l'acte en main propre demain matin, 10 heures précises. Le lendemain matin, je me suis installé dans mon appartement, désormais inattaquable, avec une tasse de café éthiopien. 10h05, mon téléphone a vibré. Édouard. C'est fait, Madame Laurent confirme la remise, Elsa a signé l'accusé de réception. J'ai attendu. 15 minutes, 20. Puis mon téléphone a sonné. Elsa. Papa! Sa voix était aiguë, presque hystérique. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Bonjour Elsa. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette donation, 50%. Ta réserve héréditaire, comme le prévoit le Code civil. Article 9, 113. Enfant unique, 50% du patrimoine. Mais je ne peux rien faire avec. L'huissier m'a expliqué, je ne peux pas vendre, je ne reçois rien, c'est juste du papier. C'est exactement ça, ma chérie. Du papier, très officiel, parfaitement légal, complètement inutile. Un silence. Je l'entendais respirer, rapidement, avec colère. Tu nous as piégés? Non, je vous ai protégés. Protégés contre vous-même. Imagine si vous aviez réussi, si j'étais mort dans cet escalier. Vous auriez tout vendu, tout dilapidé en 2 ans. Là au moins, ta part sera préservée. Pour tes enfants, si tu en as un jour. Mes enfants? Tes petits-enfants, tu veux dire. J'ai 68 ans, Elsa. Si je vis 20 ans de plus, et le docteur Rousseau dit que c'est tout à fait possible maintenant que je prends soin de moi, tes enfants hypothétiques auront l'âge adulte. 20 ans? Ou 30? Qui sait? Ma mère a vécu jusqu'à 96 ans. La longévité est héréditaire. J'ai entendu quelque chose se briser à l'autre bout du fil. Un verre. Peut-être un téléphone? Papa, tu ne peux pas, on va contester ça. Notre avocat dit que vous n'avez aucune chance, que l'acte est bétonné, que Maître Dupont est l'un des meilleurs notaires de Lyon, que la réserve héréditaire est respectée à la lettre. Silence. Tu savais, a-t-elle murmuré. Même avant l'escalier, tu savais ce qu'on préparait. Oui, depuis quand? Depuis le premier jour où Quentin a mesuré le salon du regard. Depuis la première fois où tu as photographié mes meubles avec ton téléphone. Depuis cette conversation nocturne où vous parliez de me liquider en 2 mois. Tu nous espionnais. Je me protégeais, nuance. Elle a raccroché. Violemment. Le bruit a résonné dans mon oreille comme une victoire. J'ai fini mon café. Dehors, la Saône coulait paisiblement. Le ciel d'octobre était d'un bleu parfait. Je me sentais léger, pour la première fois depuis des mois, mais ce n'était que le début. La vraie bataille, celle du tribunal correctionnel, approchait. Et là, ce ne serait pas juste une question d'argent et de patrimoine. Ce serait une question de justice, pure, impitoyable, définitive.
Dans ma poche, le dictaphone contenait toujours cet enregistrement, cette preuve irréfutable de leur violence, de leur cruauté, de leur mépris. Bientôt, Lyon entier saurait qui était vraiment Elsa Martin-Leroy et qui était Quentin Duval. Bientôt, il comprendrait que voler un notaire, c'est déjà une erreur. Mais le pousser dans un escalier, c'est signer sa propre condamnation. 2 mois se sont écoulés. Le palais de justice de Lyon, boulevard du même nom, se dresse comme un temple de la loi française. Pierre grise, colonnes imposantes, gravité absolue. Je me suis présenté à 9 heures pour l'audience de 10 heures. Costume sombre, cravate marine, l'allure d'un homme qui a passé sa vie à fréquenter les tribunaux. Ce qui était le cas. Luc m'accompagnait. Son témoignage en tant qu'ancien commissaire serait crucial. « Nerveux » m'a-t-il demandé. « Non, impatient. » Dans la salle d'audience, Elsa et Quentin étaient déjà assis, séparés. Pas côte à côte comme je m'y attendais. Leur avocat, maître Blanchard, un homme d'une 50aine d'années, avec un air perpétuellement contrarié, feuilletait frénétiquement un dossier. Elsa m'a regardé. Nos yeux se sont croisés. J'ai vu tant de choses dans ce regard. Colère, regret peut-être, peur certainement, mais pas de remords, pas vraiment. Quentin fixait le sol, son costume était froissé. Il avait vieilli de 10 ans en 2 mois. Le juge est entré. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux gris coupés courts, regard perçant, présidente du Bois, réputée pour son intransigeance envers la violence domestique. L'audience est ouverte. Affaire Leroy contre Duval et Martin-Leroy. Violence aggravée sur personne vulnérable. Le procureur a présenté son réquisitoire. Froid. Factuel. Implacable. Les faits sont établis, Madame la Présidente. L'enregistrement audio ne laisse aucun doute. Les preuves médicales confirment la violence du choc. La victime, Monsieur Didier Leroy, 68 ans, souffrant de problèmes cardiaques, a été poussé dans un escalier par son gendre, sous les rires de sa propre fille. Puis ce fut mon tour de témoigner. « Monsieur Leroy, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ?» J'ai parlé, calmement, sans emphase. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Quand j'ai refusé de leur céder mon patrimoine de mon vivant, Monsieur Duval m'a insulté puis poussé violemment. Je suis tombé du 3e au 2e étage. Ma fille riait. « Pourquoi portiez-vous un dictaphone ?» Précaution professionnelle. J'avais remarqué leur comportement étrange depuis plusieurs semaines. Je documentais. Vous les soupçonniez ? Disons que 40 ans comme notaire vous apprennent à reconnaître la cupidité. Un murmure a parcouru la salle. Maître Blanchard a contre-attaqué, faiblement. « Monsieur Leroy, n'est-il pas vrai que vous avez délibérément provoqué mes clients en menaçant de les déshériter complètement ?» Non. J'ai simplement annoncé que je modifiais mon testament, ce qui est mon droit le plus strict. Mais vous les avez. J'ai fait ce que la loi me permet. Ils ont fait ce que la loi interdit. Nuance. Le juge a caché un sourire. Luc a témoigné ensuite. Précis, professionnel, dévastateur. Quand je suis arrivé, M. Duval tenait les fragments du téléphone de M. Leroy. Il tentait de détruire les preuves. Madame Martin-Leroy essayait de simuler des larmes. L'enregistrement a tout révélé. L'avocat a tenté une dernière défense. Mes clients reconnaissent une dispute familiale qui a dégénéré. Ils regrettent profondément. Ils demandent la clémence du tribunal. Le procureur s'est levé. Une dispute familiale ? Madame la Présidente, nous parlons d'un homme de 68 ans, cardiaque, poussé délibérément dans un escalier. Les images médicales montrent une côte cassée, une commotion cérébrale, des contusions multiples. Sans l'intervention rapide des secours, M. Leroy serait peut-être mort. Violence sur personne vulnérable de plus de 65 ans. L'article 222-13 du Code pénal est explicite. Le délibéré a duré 3 heures. À 14 heures, le verdict est tombé. Quentin Duval. 18 mois de prison dont 12 avec sursis, 5 000 € d'amende, interdiction d'approcher M. Leroy pendant 5 ans. Quentin s'est effondré sur sa chaise. Elsa Martin-Leroy. 12 mois avec sursis, 3 000 € d'amende, interdiction d'approcher pendant 5 ans. Elsa a sangloté.
Bruyamment. Le juge ne l'a même pas regardé. Je suis sorti du tribunal sous un ciel gris de novembre. Les journalistes attendaient. Pas beaucoup. Deux de la presse locale. Suffisant. Monsieur le roi, comment vous sentez-vous? Soulagé que la justice ait été rendue. Le lendemain, Le Progrès titrait « Agression d'un retraité pour son héritage. La fille et le gendre condamné ». L'article mentionnait les noms, les adresses, les détails sordides. Dans les jours qui ont suivi, j'ai appris par Luc les conséquences en cascade. Quentin a été licencié par son concessionnaire Audi, incompatible avec nos valeurs, selon le communiqué interne. Elsa a reçu un avertissement à la clinique de Francheville. Son directeur l'a convoquée. Le conseil d'administration s'interroge sur votre présence, Madame Martin-Leroy. Leurs amis ont disparu, les invitations se sont taries, le silence social, cette mort civile si particulière aux petites communautés, s'est abattu sur eux. Les parents d'Elsa, mes ex-beaux-parents, les parents de Marguerite, ont téléphoné. Henriette, la mère, en larmes. Didier, nous ne savions pas, nous sommes... Je sais, ce n'est pas votre faute. Elsa nous a appelés, elle dit que tu l'as déshérité. Je lui ai donné exactement ce que la loi exige. Pas un euro de moins, pas un euro de plus. Elle dit que tu es cruel. Et elle, quand elle riait pendant que je dégringolais ses escaliers, c'était de la cruauté ou de la tendresse filiale? Silence. Nous ne lui parlerons plus, Didier. C'est fini, elle a déshonoré le nom de Marguerite. J'ai raccroché, étrangement triste. Pas pour Elsa, pour Marguerite. Pour la femme qui aurait été horrifiée de voir ce qu'était devenue notre fille. Un après-midi, Luc est venu me voir. Son visage était grave. Quentin prépare quelque chose. Quoi? Son avocat a déposé une requête. Contestation de la donation-partage. Il prétend que tu étais sous le choc, pas en pleine possession de tes moyens. J'ai souri. Évidemment, je m'y attendais. Tu t'y attendais? Luc, j'ai 68 ans et 40 ans de métier. Tu crois vraiment que je n'ai pas anticipé? J'ai ouvert mon coffre, sorti un dossier. Certificat médical du docteur Rousseau, daté du jour de la signature. Attestant de ma pleine capacité mentale, rapport du psychiatre consulté à ma demande, témoignage d'Édouard Dupont sur mon lucidité parfaite. Et surtout, les emails échangés avec Édouard, commencés 6 jours avant l'incident de l'escalier, prouvant que je planifiais cette restructuration patrimoniale depuis des semaines. Luc a éclaté de rire. Tu es diabolique. Non, prudent, méthodique, professionnel. Ils vont perdre, évidemment, et payer mes frais d'avocat en plus. Il est parti en secouant la tête, un sourire aux lèvres. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai ouvert une bouteille de ma cave. Un Romanée Conti 1990. 2000 € la bouteille. J'ai levé mon verre vers la photo de Marguerite sur le buffet. Ils ont tout perdu, mon amour. L'argent, le statut, la réputation. Ils voulaient ton héritage. Ils n'auront que la honte. Le vin était parfait, complexe, profond, patient, comme ma vengeance. Mais ce n'était pas encore terminé. Quentin allait contre-attaquer. Ils allaient se débattre. Et moi, j'allais leur montrer que personne ne sous-estime un vieux notaire lyonnais. La partie d'échecs continuait, et j'avais déjà 3 coups d'avance. 3 semaines après le verdict, l'assignation est arrivée. Lettre recommandée, cachet officiel, tout le cérémonial. Quentin, ou plutôt son avocat, puisqu'il ne pouvait m'approcher, attaquait la donation-partage. Motif? État psychologique altéré suite au traumatisme. Capacité de discernement diminuée. Captation d'héritage. J'ai lu le document dans mon salon. Dehors, décembre grisaillait Lyon. J'ai souri. Ils essaient, ai-je murmuré à la photo de Marguerite. Ils essaient vraiment. L'audience était fixée 3 semaines plus tard. Juge Moreau, tribunal de grande instance. J'ai préparé ma défense comme j'avais préparé 40 ans de dossiers notariaux, méthodiquement, implacablement. Le jour dit, j'ai franchi les portes du tribunal avec Édouard. Quentin était là, maigre, les traits creusés. 6 mois sans travail. 6 mois de dettes qui s'accumulaient. Elsa à côté, évitant mon regard. Leur avocat, maître Blanchard à nouveau, a présenté sa requête, avec passion,
presque avec conviction. Monsieur le roi a agi sous le choc dans un état de vulnérabilité extrême. Il a été manipulé, influencé. Le juge l'a écouté poliment, puis s'est tourné vers moi. « Maître Dupont ?» Édouard s'est levé, a posé 3 documents sur le bureau. Certificat médical du docteur Rousseau, daté du jour de la signature, attestant que Monsieur le roi était en pleine possession de ses moyens. Le juge a lu, a hoché la tête. Rapport psychiatrique. Expertise demandée par Monsieur le roi lui-même, anticipant cette contestation. Conclusion. Capacité mentale intacte, jugement clair, décision cohérente. Blanchard a pâli. Et enfin, Édouard a souri, les emails échangés entre Monsieur le roi et moi-même, commencés 7 jours avant l'incident de l'escalier, prouvant que la restructuration patrimoniale était planifiée de longue date. J'ai observé Quentin. Son visage s'est décomposé. Cette expression de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il a perdu, totalement, définitivement. Le juge a retiré ses lunettes. « Maître Blanchard, votre requête est non seulement mal fondée, elle est vexatoire. L'acte notarié est parfaitement légal. La réserve héréditaire est respectée. Demande rejetée. Un silence. Puis, de plus, Monsieur Duval sera condamné à payer les frais de défense de Monsieur le roi. 4 200 €. Quentin a gémi, littéralement gémi. 4 200 € qu'il n'avait pas, qu'il n'aurait jamais. Mais je n'avais pas terminé. 2 jours plus tard, j'ai reçu Luc chez moi. « C'est fait », a-t-il dit en posant une chemise sur ma table. « J'ai un contact qui travaille dans le recouvrement de créances. Le site de poker en ligne a accepté de vendre la dette de Quentin, 47 300 €. Combien ? 38 000. Il voulait en s'en débarrasser. J'ai signé le chèque. 38 000 €, le prix de la justice finale. Maintenant, je suis son créancier. Didier, Luc a hésité. Tu es sûr ? C'est impitoyable. Impitoyable. Luc, il m'a poussé dans un escalier. Ma fille a ri pendant que je saignais. Impitoyable. Non, juste. Sylvie Laurent, l'huissier, a remis la mise en demeure à Quentin 1 semaine plus tard. 47 300 €, payables immédiatement. Quentin ne travaillait pas, n'avait pas d'économie, vivait chez ses parents depuis que Elsa l'avait mis dehors. Il a fait ce que font tous les désespérés. Il a essayé de négocier. Son avocat m'a téléphoné. « Monsieur le roi, mon client propose un échéancier, 1 000 € par mois. » Non, mais il n'a pas. Ce n'est pas mon problème. La loi est claire. Il doit. Il paiera. Ou je saisis. 15 jours plus tard, Sylvie est revenue, avec un constat. L'Audi Q7, leasing non soldé, 35 000 € restants. Le garant est le père de Quentin, Monsieur Duval Senior. Parfait. Saisissez la voiture. Monsieur le roi, Sylvie a souri légèrement, vous êtes impressionnant. Non, méthodique. Le jour où l'Audi a été saisi, Quentin m'a appelé, direct, violant l'interdiction d'approche. Désespéré au point de risquer la prison. Espèce de... J'ai raccroché. Calmement, j'ai appelé Luc, qui a rappelé à Quentin que chaque contact non autorisé pouvait le renvoyer devant le juge. Le silence est revenu. 1 mois plus tard, Édouard m'a téléphoné. Elsa a déposé une demande de divorce. Attendu. Elle cite « Il a hésité. Incompatibilité d'humeur et détérioration irrémédiable du lien conjugal. » Traduction. Elle se désolidarise du naufrage. Exactement. J'ai raccroché. Me suis servi un verre. Un Pommard 2005. Pas le meilleur de ma cave, mais suffisant pour célébrer. Ils implosaient. Exactement comme prévu. La pression, les dettes, l'humiliation publique, les accusations mutuelles. C'est ta faute. Non, c'est toi qui as insisté. Tu m'as poussé à... Le classique. J'ai pensé à Marguerite, à ce qu'elle aurait dit. Probablement qu'elle m'aurait trouvé trop dur, trop implacable. Mais Marguerite n'avait pas été poussée dans un escalier par sa propre fille. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai ouvert les fenêtres. L'air froid de décembre. Les lumières de Lyon scintillant sur la Saône. J'avais 68 ans. 1 50 000 € de patrimoine protégé.
Une santé qui s'améliorait jour après jour, des amis fidèles, une vie tranquille, et 2 personnes qui avaient voulu me détruire, maintenant détruites elles-mêmes, non pas par la violence, pas par la vengeance brutale, mais par la loi. La belle, l'élégante, l'implacable loi française. J'ai levé mon verre vers la nuit. À la justice. Fin janvier 2026. La Saône reflétait un ciel d'hiver pâle. Je suis assis dans mon salon. Mon salon. 165 mètres carrés de tranquillité reconquise. Sur la table basse, une bouteille de Châteauneuf-du-Pape 1998. 2000 € la bouteille. Je la bois seul, lentement, comme elle mérite. Sur mon bureau, les documents finaux. Tout est classé, archivé, terminé. Le divorce d'Elsa a été prononcé il y a 2 semaines. Elle vit maintenant dans un studio de 40 mètres carrés à Villeurbanne. Location, 700 € par mois. Elle travaille toujours à la clinique. Pour l'instant. Son directeur réfléchit à l'opportunité de son maintien dans l'équipe. Quentin est retourné vivre chez ses parents. À 58 ans, son père paie encore ses dettes. L'Audi a été vendu aux enchères, 18 000 €, déduit de la dette. Il reste 29 300 €, que je ne reverrai jamais, probablement. Mais ce n'était pas l'argent qui m'importait. C'était le principe. Hier, j'ai reçu une lettre. Écriture manuscrite que j'ai reconnue immédiatement. Elsa, 3 pages. Larmes, excuses. Papa, j'étais sous l'influence de Quentin. Je regrette tellement. Est-ce qu'on peut se parler? J'ai lu 2 fois. Puis j'ai déchiré la lettre, méthodiquement, en tout petits morceaux. J'ai pris mon stylo, mon Mont Blanc, celui que Marguerite m'avait offert pour mes 50 ans. J'ai écrit « Elsa, tu recevras ta réserve héréditaire. 500 parts de la SC, patrimoine le roi. 50% de sa valeur, comme l'exige la loi française. À ma mort. J'ai 68 ans. Ma mère a vécu jusqu'à 96 ans. Mon père, 92. Depuis l'incident, je prends soin de moi. Le docteur Rousseau est optimiste. 20 ans, a-t-il dit. Peut-être 25. Tu auras ta part. En 2046 ou 2051, quand j'aurai fini de vivre. Pleinement, tranquillement. Ces parts ne peuvent être vendues sans accord unanime. Tu ne peux pas les hypothéquer. Elles ne génèrent aucun revenu de mon vivant. C'est du papier, très officiel, parfaitement inutile. Le droit français protège les enfants des parents injustes. Mais il protège aussi les pères des enfants traîtres. Tu as fait ton choix ce jour-là sur ces escaliers. Quand tu riais pendant que je saignais, vis avec les conséquences. Didier Leroy, ton père, que tu as voulu tuer. J'ai signé, scellé l'enveloppe. Demain, Sylvie la remettra. En main propre, avec accusé de réception. Ce soir, j'ai rendez-vous au Cercle de Lyon. Partie de bridge avec Luc et 2 autres amis. Puis, dîner. J'ai réservé une table chez Paul Bocuse. 3 étoiles Michelin, le meilleur de Lyon, le meilleur de France. Nous y sommes allés. La salle, magnifique. Le service, impeccable. Le menu, sublime. À la fin du repas, Luc a levé son verre. À la justice. Non, j'ai souri. Au droit français, l'instrument le plus raffiné de la vengeance civilisée. Nous avons trinqué, le vin était parfait. Comme cette soirée. Comme cette vie que j'avais protégée. De retour chez moi, tard dans la nuit, j'ai ouvert les fenêtres, l'air froid. Les lumières de la ville. La Saône, noire et calme. Sur mon bureau, les documents SCI, le testament, et la photo de Marguerite, notre mariage. Elle souriait, jeune, belle, confiante en l'avenir. J'ai touché le cadre. J'ai protégé ce que nous avons construit, mon amour. Notre fille a choisi. Elle vivra avec. Notre patrimoine ira à ceux qui comprennent vraiment la valeur de la famille et de la dignité. J'ai fermé les yeux. Pensé à ces 6 derniers mois. L'escalier, la douleur, la trahison. Puis la réponse. Méthodique, légale, implacable. Certains diraient que j'ai été dur, impitoyable même. Ces gens-là n'ont jamais été poussés dans un escalier par leur propre sang. Je n'ai rien fait d'illégal, pas une seule action en dehors de la loi. J'ai simplement utilisé ce que la République française met à la disposition de ses citoyens. Le Code civil, les notaires
les huissiers, les tribunaux, les outils de la civilisation. Leur erreur? Sous-estimer un vieil homme, un notaire à la retraite qui connaissait chaque article, chaque clause, chaque possibilité. En France, c'est une erreur très coûteuse. Je me suis servi un dernier verre. Le fond de la bouteille. Je l'ai bu lentement, savourant chaque note. Fruits rouges, épices, complexité. Dehors, Lyon dormait. Ma ville, ma vie. 165 mètres carrés. Silence, paix, victoire? J'ai souri. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Ils avaient raison. Mais ils avaient oublié de préciser, servi selon les règles de l'art, sur porcelaine fine, avec les couverts appropriés. Civilisé jusqu'au bout, j'ai éteint les lumières. Demain serait un autre jour. Une partie de bridge, un déjeuner avec Luc, peut-être une visite à ma cave pour choisir la prochaine bouteille. La vie continuait, et elle était belle. Parce que la justice, la vraie justice, celle qui respecte la loi tout en rendant les comptes, avait triomphé. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.